Vous n'avez aucune précision de tir en hélicoptère. Hein, vous avez deux sortes de tirs, au coup par coup ou en rafale. Bon, alors au coup par coup, vous n'avez aucune précision. Pour descendre quelqu'un au coup par coup en hélicoptère, il faut être en stationnaire. Il faut vraiment que l'hélicoptère ne bouge pas. Puis vous tirez, vous alignez les types. Vous mettez combien de personnes dans l'hélicoptère? Vous mettez 3, 4 personnes. Le pilote, il ne tire pas quand même. Et 2 tireurs qui tuent 7 personnes. Et il arrive à tuer 7 personnes, à les tuer, les 7. Mais attendez, ça ne tient pas debout, les types n'étaient pas là. En admettant que ce soit passé comme ça, ils auraient pu en tuer 1 ou 2, oui d'accord, peut-être 3, avec beaucoup de chance. Mais 7, c'est pas possible. Et en évitant soigneusement la tête, oui. Et tirer d'en haut, en dehors de la tête, pour tuer quelqu'un, c'est pas évident. Hein. J'ai jamais entendu dire, moi d'ailleurs, que l'armée algérienne, qui est sur ce plan-là performante, hein, c'est pas la plus mauvaise du monde, j'ai jamais entendu dire qu'elle ait réalisé des opérations à partir d'hélicoptères. Les Français, du temps où ils étaient là, les hélicoptères, ils s'en servaient pour transporter des hommes, pas pour mitrailler des gens. Vous ne mitraillez des gens qu'en race campagne, pas dans le Djebel, pas dans cette espèce de forêt touffue où on voit rien du tout. Attendez, alors vraiment, c'est des super tireurs d'élite et il faut considérer que les moines étaient là et attendaient de se faire flinguer. Et en plus, comme aucun n'a pris une balle dans la tête, quand vous tirez de haut, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre la tête que quand vous tirez en bas. Parce que la tête, on est d'accord, ça représente par rapport au corps une surface beaucoup plus importante. Aucun n'a pris un impact dans la tête. Cependant, ça ne répond toujours pas à la question. Ah, pourquoi on fait ça? Ah, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est vrai, enfin, c'est quand même assez étrange qu'aujourd'hui, 13 ans après, que ce soit un attaché militaire. Je crois qu'il est toujours en exercice, le général. J'en sais rien, je sais pas. J'en sais rien. Je crois pas qu'il ait pris sa retraite. J'ignore d'où il sort. J'ignorais jusqu'à son nom. Et ben voilà, donc en réalité, c'est assez intriguant qu'un militaire. Alors, s'il est militaire et s'il parle, il trahit le devoir de réserve. Parce que son devoir de réserve, dont il fait état pour dire « je n'ai rien dit pendant 13 ans », son devoir de réserve, il ne s'arrête pas, même s'il est parti à la retraite, il ne s'arrête pas pour autant. À partir du moment où il a considéré qu'il était tenu par le devoir de réserve, il est tenu par le devoir de réserve des jours, ou alors faudrait-il que ses chefs le délivrent, lèvent ce devoir de réserve, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait. Bon. Et par ailleurs, moi, ce monsieur, je voudrais qu'il réponde à 2 questions. 2 questions. Premièrement, lorsque l'émissaire de Zitouni a été reçu à l'ambassade de France à Alger pendant cette période, pourquoi n'a-t-on pas d'enregistrement de l'entretien? Parce que je suis désolé, s'ils ont reçu, comme je le crois, ce type, ils ont discuté comme ça a duré au moins 1 heure, hein, l'entretien. S'ils ont discuté avec lui pendant 1 heure, et s'ils n'ont même pas été capables d'enregistrer la conversation, alors le professionnalisme de ces gens me paraît égal à 0. Et deuxièmement, quand ils ont fait en sorte que ce type sorte de l'ambassade, caché dans une voiture, probablement dans le coffre d'ailleurs, enfin ça... coffre ou pas coffre, ça change rien. Mais caché dans une voiture de l'ambassade de France, donc dans un véhicule diplomatique. Pour aller le larguer dans une place qui est sur les hauts d'Alger, que j'ai vu d'ailleurs que les gens de la DRS m'ont montré, ils m'ont dit c'est là qu'ils l'ont lâché, parce qu'ils sont bons. Hein, bon. Et tout ça pour échapper à une éventuelle filature des services algériens, alors que ça a probablement été la seule chance sérieuse de retrouver les moines, c'était la seule chance que de suivre ce type. Et ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de filature, donc que le type puisse repartir dans le maquis sans avoir aux trousses la sécurité, la DRS algérienne. Alors ça s'appelle, c'est plus qu'une faute. C'est plus qu'une faute, c'est quasiment un crime. Alors moi j'aimerais que ces types s'expliquent sur ces deux aspects de la question, qui sont extrêmement importants, avant d'aller accuser les autres. Hein, ils commencent par répondre là-dessus. Alors il y a un 3e élément. Il y a à l'ambassade de France à Alger un commissaire de la DST. Bon. Il se trouve qu'à ce moment-là, le commissaire de la DST, j'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est un de mes anciens collaborateurs. Quand moi j'étais directeur, il était chef de bureau du cabinet
à la DST. C'est un type très bien d'ailleurs. Pourquoi n'a-t-il pas été avisé de la présence dans les locaux d'un type de la bande, d'un émissaire de Zitouni? Alors la réponse, je vais vous la donner. Parce que la DST entretenait et entretient toujours d'excellentes relations avec les services algériens. Alors que la DGSE entretenait et entretient toujours d'exécrables relations avec les services algériens. Donc on n'a même pas voulu la jouer franco-française. C'est-à-dire que les gens, si ces gens appartiennent à la DGSE, hein, ils ont commis coup sur coup 2 fautes monumentales. Et que ce soit aujourd'hui ces gens-là qui viennent nous sortir la fable d'une opération, moi j'aimerais qu'on fasse une reconstitution, ça vaudrait le coup, hein, et qu'on voit quelles sont les chances que l'on peut avoir de flinguer 7 moines, hein, 7 personnes, même pas très valides, hein, mais enfin il marchait quand même, à partir d'un hélicoptère dans la région, dans les montagnes au-dessus de Médéa. Moi j'aimerais qu'on me fasse la démonstration. L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Hervé de Charette, avait fait une déclaration aujourd'hui, je dis bien à la presse française qu'à la presse algérienne, en disant la chose suivante: ce que je crois, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est-à-dire qu'il y a eu une revendication par le GIA, laquelle revendication a été certifiée par nos services. Ah bah, si vous voulez, les gens authentifiés, c'est toujours difficile, on peut considérer qu'elle est très vraisemblable. Bon, les gens des services ont effectivement l'habitude de regarder de très près les revendications, parce que la plupart des attentats sont revendiqués. Faire un attentat sans le revendiquer, c'est idiot, ça ne sert à rien. Bon. Donc, les gens qui commettent des attentats les revendiquent très très généralement. Donc, quand les services vous disent « oui, c'est probablement le GIA qui a publié ce communiqué », il n'y a pas de certitude à 100%, c'est pas vrai, mais on peut considérer que c'est globalement exact. Quand vous regardez maintenant le contexte, il y a le détail de l'opération, hein, avec toutes les invraisemblances énormes que comporte la thèse qui est exposée par ce général Bouniazal, général de Guerlas, comme dirait Pierre Dac. Mais il y a le contexte. Dans ce contexte-là, moi j'étais pratiquement le seul homme politique qui allait en Algérie. Personne n'y allait. Moi j'étais tout seul. Bon, le but du GIA, c'était d'isoler l'Algérie. C'était de séparer l'Algérie de tout contact extérieur et surtout de ses contacts avec la France. Nous étions d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères à l'époque, était un peu complice de cette stratégie, enfin, bon, puisque on déconseillait très fortement aux Français, hein, de se rendre en Algérie. Et moi, je me suis insurgé contre des déclarations, en particulier d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui disait « n'allez pas en Algérie ». Et je me souviens très bien, un jour, j'étais à Cherbourg, puisque j'étais député de Cherbourg, on m'appelle et on me dit, ben voilà, il y a le ministre des Affaires étrangères qui demande aux Français qui sont en Algérie de rentrer en France. Et moi, j'ai rigolé. J'ai dit, écoutez, il y a 2 sortes de Français qui sont en Algérie. Il y a des Français qui sont des patrons de PME et qui vont là-bas pour leurs affaires. Ils ont besoin de gagner leur vie, ils évaluent les risques, ils y vont. Jusqu'à preuve du contraire, aucun n'a été tué, enlevé ou blessé. Puis deuxièmement, les autres Français qui sont là-bas, ce sont des binationaux. Ce sont souvent les femmes musulmanes d'origine algérienne, de Français qui sont morts, parce qu'ils étaient des veuves, quoi, en quelque sorte, qui sont morts, et donc ces femmes sont sur les registres de l'ambassade de France. Elles vont manger des petits gâteaux chez l'ambassadeur qui les reçoit gentiment. Bon, et puis c'est tout. C'est ça, les Français d'Algérie. Il n'y en a plus, des Français. Et puis, il y a une poignée de religieux, bon, mais qui ont pris la nationalité algérienne. Donc, il n'y avait plus de nationaux. Mais moi, je me suis... publiquement, devant les télévisions et les radios, j'ai contredit ce que disait Juppé. Et j'ai dit non, les Français, au contraire, doivent continuer à aller en Algérie. Non mais tout ça, c'est de la plus haute fantaisie. C'est des gens, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent? Saboter les relations entre la France et l'Algérie? Il y a suffisamment de gens qui s'en chargent pour qu'ils n'en rajoutent pas. En tout cas, moi, ce qui m'inspire là-dedans, c'est uniquement le souci de la vérité.
Bon, il se trouve que oui, j'aime l'Algérie, j'aime bien les Algériens, bon, etc., etc. Mais moi, c'est vraiment le souci de la vérité. Qu'est-ce qu'à mon âge, hein, pourquoi j'irais mentir? Pourquoi j'irais raconter des histoires?